J'ai le grand honneur de recevoir à ce micro l'ambassadeur d'Iran en France, Mohamed Amin Nejad, qui est ambassadeur d'Iran que j'ai rencontré il y a peu dans des locaux prêtés, si j'ose dire, par l'ambassade iranienne. Et nous parlons aujourd'hui avec Nicolas Gauthier, qui sera amené avec moi à poser des questions à l'ambassadeur de géopolitique et notamment évidemment de géopolitique internationale. Alors, merci d'abord d'avoir accepté le jeu de l'entretien. Vous n'êtes pas forcément très invité dans les médias occidentaux et dans les médias français. Est-ce qu'il y a une raison avouée ou avouable pour cette raison-là, ou est-ce que vous pensez qu'il y a, de la part des médias français ou occidentaux, une volonté délibérée, soit de ne pas vous laisser la parole, soit carrément de vous diaboliser en laissant des images qui passent à la télévision sans qu'il y ait nécessairement un discours qui est le vôtre pour compenser finalement les éventuelles erreurs ou inexactitudes de ces reportages? D'abord, je dois vous remercier pour cette occasion, parce qu'il y a une vingtaine de jours que vous aviez demandé. Je suis très heureux que la veille du Nouvel An iranien, je suis dans votre studio pour répondre à votre question. Oui. En ce qui concerne les diplomates qui nous sommes, chaque fois qu'il y a une demande, on vérifie, on un peu regarde, et puis on accepte. Parfois, on préfère de le reporter. Donc, s'il y a une discrimination ou un comportement quelconque de la part de tel ou tel média, c'est une affaire de la société, du média concerné. Pour nous, comme nous sommes, en tout cas dans la ligne du dialogue, et comme notre révolution était une révolution basée sur les valeurs humaines et le dialogue. Donc, chaque fois qu'il y a une demande ou il y a une occasion opportune, bien sûr qu'on accepte, on explique ce qui nous sommes et ce que nous faisons et ce que nous pensons. Mais quand vous dites qu'il y a une discrimination, dans quel sens va-t-elle? C'est une discrimination qui va de vous envers les médias que vous suspectez comme étant malhonnêtes, ou est-ce que ça va de certains médias que vous jugez malhonnêtes et qui estiment que vous n'avez pas droit à la parole à partir du moment où vous êtes ce que vous êtes? Non, ce n'est pas si vous voulez, un jugement à l'égard d'un tel ou tel média, mais c'est seulement pour vous dire que si, au cas où un média utilise l'opinion publique comme une arme, comme un outil d'exercer quelques lignes politiques, tout ça, s'il y en a, donc ça appartient à eux. Pour nous, nous préférons toujours de parler, d'expliquer, soit dans les médias, soit dans les rencontres que nous avons, et puis faire en sorte que l'opinion publique ait une connaissance aussitôt que transparente et réelle. Donc de s'expliquer sérieusement, rigoureusement, avec méthode, sans qu'il y ait de polémique vaine, sans qu'il y ait une dispute au micro, comme souvent les journalistes aiment bien le faire pour faire du buzz et pour justement, en général, profiter de ce qu'ils estiment être des ennemis et ne pas justement entrer dans un dialogue fécond pour avoir le loisir de connaître la pensée de la personne, justement. Hein. Oui, pour nous, je peux vous dire que moi, de mon côté, j'essaie en tout cas, dans le cadre du respect que je porte aux auditeurs des médias, de parler toujours avec une honnêteté, une franchise, et à permettre à ceux qui l'entendent la position de mon pays par la voix de son représentant officiel ici. Pour les journalistes, bon, on ne peut pas, dans chaque métier, il y en a des gens qui ont des méthodes spéciales pour eux-mêmes, donc on respecte. Vous êtes ambassadeur d'Iran en France depuis combien de temps maintenant? Un an, il y a un an. Un an, donc presque, exactement un an. C'est relativement récent. Oui. Et vous avez été diligenté, si j'ose dire, de l'Iran pour venir en France, ou vous habitiez déjà la France, ou comment s'est passée la nomination, en quelque sorte, par les autorités iraniennes pour que vous soyez habilité à représenter
la société iranienne et le Parlement iranien, et puis surtout la présidence iranienne. Non, pour nous, normalement, ce sont des diplomates de carrière. La majorité, presque la majorité des diplomates de carrière qui font leurs travaux dans une manière professionnelle. Quand il arrive à un niveau, parmi les candidats, on vérifie, et puis s'il y a des éléments essentiels qui peuvent permettre à ce qu'un ambassadeur puisse représenter le pays le mieux que possible, à ce moment-là, il est désigné, et puis il y a toujours la bureaucratie, il y a toujours la ratification, tout ça. Oui, parce qu'il y a surtout effectivement l'élection, Oh. qui en Iran compte quand même beaucoup pour la désignation après de l'ambassadeur qui est susceptible de pouvoir remplir ses fonctions en France. Vous voyez, normalement, la machine diplomatique ou la machine de la diplomatie ne change pas beaucoup dans les sens. Mais peut-être qu'il y ait des occasions où, et ça arrive dans tous les pays, je crois, que le pays ou le nouveau gouvernement, en tout cas, pense que la présence d'un ambassadeur avec telle qualité, un diplomate avec telle qualité, peut permettre à mieux faire comprendre, mieux expliquer la position du pays et de rétablir des connexions et en tout cas des liens qui peuvent permettre à profiter, en tout cas dans le sens mutuel, pour les deux pays. Donc à ce moment-là, oui, il y a peut-être un changement quelconque, mais normalement, on laisse les diplomates travaillent comme Librement. Librement, c'est ça. Nicolas Gauthier. Oui, en plus, il y a certains de mes confrères qui ne sont pas toujours très bien intentionnés, quand on leur explique que la République islamique d'Iran, c'est aussi un pays comme les autres, qui a ses spécificités, et ce que vous décrivez, c'est comme ça que le corps diplomatique est géré, mais c'est la même chose aux États-Unis, c'est globalement la même chose en France. Alors après, j'imagine que chez vous, comme ici, selon les rapports que vous allez avoir avec tel ou tel pays, on peut envoyer un ambassadeur plus accommodant ou peut-être plus tenace, parce qu'il y a des pays qui sont plus sensibles que d'autres. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est de la psychologie. En tout cas, ce sont des éléments qui sont considérés par le ministère des Affaires étrangères, le ministre lui-même, et puis le président de la République, et puis toujours dans l'intérêt du pays et du pays qui accueille cet ambassadeur, en tout cas. Donc c'est la sélection par le mérite et par la compétence, en quelque sorte. Normalement, c'est ça. Oui. Formellement, c'est ça. Après, dans la réalité, c'est peut-être plus complexe. En tout cas, c'est... Pour vous mettre à l'aise, on a en France certains ministres qui ne sont pas forcément arrivés là par le mérite et la compétence. Mais c'est peut-être aussi le cas parfois en République islamique d'Iran. Ça arrive partout dans le monde où des occasions, je ne sais pas, exigent. Certaines luttes d'influence peut-être. Mais je ne sais pas, mais normalement, c'est le sens de l'homme. Oui. Voilà, il y a... Oui. Peut-être Et puis, j'imagine aussi que quelle que soit la personnalité du président, les institutions iraniennes sont telles qu'il y a au-dessus le guide suprême, et que, comme dans les autres pays aussi, les intérêts fondamentaux de la nation, eux, ne bougent pas. Tout à fait, complètement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet géopolitique, puisque je vous ai demandé de venir pour parler à la fois du conflit russo-ukrainien et puis du conflit israélo-palestinien, qui sont deux conflits qui actuellement sont les plus exposés, si j'ose dire, dans cette actualité mondiale. Et la première question que je serais tenté de vous poser est la suivante, avec les conflits en cours, le premier étant celui de la Russie et de l'Ukraine donc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des prises de position à la fois du président de la République française, Emmanuel Macron, et de Donald Trump, président des États-Unis, qui vous semblent être pour l'instant plutôt guerrières ou va-t-en-guerre, ou plutôt des positions d'apaisement et de régulation d'un conflit qui pourrait prendre des proportions encore plus importantes dans les mois à venir? En ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, comme vous avez mentionné, vous voyez, ce que je pense, c'est que
vraiment, j'évite de juger le comportement des uns et des autres. Mais par contre, de vous expliquer notre point de vue, notre position, qui peut permettre de donner une occasion d'analyse pour chacun qui entend ces propos. Pour nous, ce conflit, d'abord, ça pouvait être évité. Ce n'était pas un conflit qui devait avoir lieu parce qu'il n'y a pas eu de vraiment grand enjeu politique ou géostratégique qui a fait à ce qu'une telle guerre avec une telle dimension de dégâts aussi bien humains que matériels puisse avoir lieu dans ce point du monde. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous pensons que si la voie de dialogue, de la compréhension des intérêts des uns et des autres, puisse être comme un élément essentiel dans les relations internationales, on peut toujours éviter des conflits qui ont des conséquences sur beaucoup d'aspects et parfois pour des décennies. Et des êtres humains qui perdent leur vie, ils ne vont pas être vifs après avoir cessé le feu ou bien une paix. Donc, il faut toujours donner la place au dialogue, à la compréhension et le respect des uns et des autres, parce qu'on vit dans une communauté où il y a de la diversité des intérêts, il y a de diversité de prétentions, si vous voulez, diversité de la capacité de peser sur la scène internationale. Mais quand on va vers la guerre, ça veut dire qu'on ferme la porte de la paix et on ouvre la paix de la mort. Alors, la question de la paix, je pense que tout le monde est pour la paix en soi. La question, c'est de savoir si on peut réaliser la paix pour soi, c'est-à-dire dans un conflit qui quand même dure depuis plus de 12-13 ans entre la Russie et l'Ukraine, qui n'a pas commencé il y a 3 ans. Et de savoir si l'annexion et l'agression de Vladimir Poutine à Kiev il y a maintenant 3 ans était-elle évitable ou inévitable ? C'est la grande question qui décide en fait depuis peu de la réactivation de ce conflit qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Vous avez raison. Vous voyez, nous pensons que les intérêts de la Russie comme une des deux grandes puissances du monde bipolaire devaient être respectés. Ça veut dire que la sécurité territoriale est la sécurité principale de ce pays, aussi bien que les autres pays de la région devaient être respectés. Il semble que ce n'était pas le cas, qu'une partie voulait imposer sa règle et puis faire en sorte qu'il y ait des manipulations ou des changements radicaux à l'intérieur de la Russie vers la frontière de la Russie. Mais là, vous parlez de ce qui s'est passé il y a 15 ans, ou vous parlez de ce qui s'est passé là, le 24 février 2022 ? À mon avis, les deux, en tout cas, les deux pouvaient être évités parce que la guerre commence quand la porte de dialogue est fermée. La porte de compromis, de la compréhension est fermée. Quand la porte de dialogue est fermée, donc, il n'y a pas que la force qui fait la raison, et puis c'est la conséquence aujourd'hui avec des centaines de milliers d'hommes et de femmes tués dans ce conflit-là. Je vais passer la parole à Nicolas Cottier. Une petite question un peu provocatrice pour vous demander si justement, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là, l'Iran soutient Vladimir Poutine et la Russie dans ce qu'il est convenu d'appeler ce conflit russo-ukrainien, ou est-ce que vous pensez que c'est la paix d'abord et que vous ne devez pas ingérer dans les affaires russo-ukrainiennes ? Vous voyez, la Russie est
est un voisin pour nous et un voisin que nous vivons des centaines d'années, des dizaines de siècles, l'un à côté de l'autre, et que nous ne souhaitions jamais d'intervenir dans les affaires intérieures de ce pays, et nous respectons comme les autres voisins, comme une priorité pour notre relation extérieure, la Russie. Maintenant, s'il y a à la tête d'un pays un président ou l'autre, c'est le choix de leur peuple. Et puis, une personne ne décide pas, c'est l'ensemble du peuple et des institutions qui décident et qui Mais dans le cas mènent le pays. dans le cas de Zelensky en Ukraine, comme dans le cas de Poutine en Russie, si j'ose dire, vous êtes respectueux des deux et vous ne prenez pas parti dans le conflit en raison des votes démocratiques respectifs de ces deux pays et de ces deux hommes. Ça, c'est vrai. Nous n'avions pas, même avant l'événement il y a 3 ans, nous réjouissions toujours des relations respectueuses avec l'Ukraine. Malgré Malgré ce qu'on a pu dire. Voilà, c'était comme ça. Et même aujourd'hui, nous n'avons aucune ennemité à l'envers d'un pays, qu'il soit Ukraine ou l'autre. Nicolas Gauthier, collaborateur à la revue Éléments. Oui, parce que effectivement, vous dites la paix, c'est toujours préférable. À sa façon, on voit bien que Donald Trump, mais à sa façon très particulière, un peu virulente, essaye effectivement de trouver un règlement à ce conflit. En revanche, c'est pas forcément le cas de l'administration de Joe Biden, qui était tenue par des néoconservateurs, ce sont des gens qui ne vivent que par la guerre. Et on a un peu l'impression, à mon sens c'est plus qu'une impression, que les Américains ont rendu cette guerre inévitable et afin d'épuiser la Russie, étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, ce qui est déjà par ailleurs arrivé en 1980, quand les Américains étaient prêts à se battre contre la République islamique d'Iran jusqu'au dernier soldat irakien. Donc là, on n'est plus dans ce sont des conflits qui n'appellent pas forcément un règlement de paix, mais plutôt l'élimination de l'adversaire, ou au moins, à tout le moins, son écrasement. Oui, la guerre à zéro mort, c'est un petit peu ce qu'on a appelé... oui. Oui, mais vous savez, il n'y a pas d'un impasse dans les négociations, à mon avis. Il y a un dynamisme dans ces pourparlers, ces négociations entre les États-Unis et, en tout cas, la Russie, qui éventuellement va permettre à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, et puis après, qu'ils discutent sur l'éventuelle fin de conflit, et puis pour le règlement de ce qui serait le reste. Pour le reste, vous voyez, nous, comme la République islamique d'Iran, nous sommes contre à ce que les forces et les puissances étrangères puissent intervenir dans les affaires des autres pays et régions du monde. Donc, s'il n'y a pas eu de tel, en tout cas, événement ou effet, nous pouvons dire que la paix pouvait être beaucoup plus présente que ce qui est maintenant. Et vous croyez que l'Iran peut jouer justement cette force médiatrice, intermédiaire, permettant de participer à une paix possible face à la montée aux extrêmes que les différentes puissances du monde veulent absolument faire échec? Est-ce que on a l'impression que tous les jours ça change? Trump humilie Zelensky, puis 2 jours après, Zelensky rallie Trump. C'est Trump. On a Poutine qui devait accepter l'accord de paix, le protocole de paix. Finalement, il est désigné comme étant celui qui voudrait au contraire faire échouer ces négociations. Finalement, les Européens et Macron en rajoutent encore un peu plus dans la guerre au moment où Poutine, Trump et Zelensky pouvaient peut-être trouver un accord. On en était quand même pas loin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours encore. On n'y comprend plus rien. Je veux dire, c'est vraiment devenu... Alors, qu'est-ce que l'Iran peut faire pour essayer de jouer un rôle intermédiaire ? Vous voyez, notre position sur ce type de conflit, c'est de montrer à ce que comment l'Iran pense et agisse dans son milieu
géographique ou géopolitique. Nous avons dit et nous avons vraiment choisi, et c'est normal, que nous, notre priorité est nos voisins. Donc, il faut que nous occupions nous-mêmes, les voisins, les pays dans la région, pour avoir une paix, une stabilité, et pour avoir un développement qui est très, très primordial pour nos peuples. Donc, la coexistence et l'amitié entre les peuples dans une région, c'est un élément essentiel. Vous avez essayé, en ce qui concerne l'Union européenne, avec tous ces avantages ou inconvénients que vous pouvez citer, mais vous avez pu, et vos peuples avaient pu profiter des occasions positives dans l'environnement de l'Europe. Donc, pour nous, idéologiquement, sur le principe, s'occuper de nos affaires et de nous tenir hors de ce qui est les affaires intérieures des voisins, et puis trouver des éléments qui peuvent nous compléter, nous aider ensemble. Est-ce qu'un statut neutre peut vraiment exister? Est-ce que la neutralité peut exister dans les faits? Je veux dire par là que si vous jouez un rôle d'arbitre, vous pouvez aussi jouer le rôle d'un arbitre qui tape dans le ballon, à la limite. Mais est-ce que vous considérez comme étant neutre et essayant de colmater les brèches de différents côtés pour essayer de négocier dans le meilleur avenir possible? Ou est-ce que vous estimez que, pour l'instant, la discussion, les négociations vous concernent, mais ne concernent pas directement l'Iran et qu'il faut laisser aux parties concernées le soin de pouvoir régler leurs problèmes? Vous voyez, notre ligne politique après la Révolution était ni l'Est ni l'Ouest, mais avoir les relations respectueuses avec tout le monde, avec tous les pays. Donc, ce n'est pas être neutre, c'est être active, c'est être positif, c'est être un levier du paix, de stabilité qui est une ligne directive essentielle et principale partout dans le monde et dans toutes les régions. Maintenant, en ce qui concerne notre rôle éventuel dans ce type de conflit, bon, si on est proche, si on a des intérêts, bien sûr qu'on va parler hautement, mais s'il n'y a pas la place pour intervenir et le rôle qu'on peut jouer peut entraver la paix et détruire le minimum de compromis qui existe. À ce moment-là, si on s'intermêle, ça veut dire qu'on est en train d'aller dans le sens opposé, dans le sens faux. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours souhaité que la voie politique et le dialogue politique et la diplomatie puissent être le seul moyen pour trouver une sortie satisfaisante pour tous les partis, pour l'Europe, pour les États-Unis, et avant pour la Russie et l'Ukraine. Parce que pour abonder dans votre sens, la République islamique d'Iran a réussi à se réconcilier avec l'Arabie saoudite, ce qui honnêtement n'était pas forcément gagné d'avance. Il y a quand même un lourd passif entre les deux pays, quoi. Et ce qui n'est pas évident, parce que surtout en Occident, l'Iran a parfois mauvaise presse pour des raisons qui seraient trop longs d'expliquer, mais l'Arabie saoudite a peut-être encore plus mauvaise presse. Et est-ce que ça ne risque pas de contaminer de façon mimétique, à travers pas l'alliance, enfin disons les liens resserrés de l'Iran avec l'Arabie saoudite, est-ce que l'Iran ne risque pas de perdre quelques points aux yeux de l'opinion publique, en quelque sorte? Oui, et vous voyez, en ce qui concerne les relations extérieures de l'Iran, je suis en train de vous expliquer ce que nous pensons et que nous avons comme une ligne directive, avec toute l'intention positive ou mal. C'est pareil. Vous voyez. Donc, en ce qui concerne l'autre côté,
Maintenant, ils ont aussi leur ligne de directive. Ah oui. Et nous sommes en train de trouver les points communs sur lesquels nous pouvons nous assurer d'un profit réciproque, des intérêts réciproques. Et notre but, en ce qui concerne l'Iran, est la paix et la sécurité dans la région, qui est très, très essentielle. Et nous avons beaucoup souffert pendant de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, tous ces effets est tombé sur la tête de nos peuples, que ce soit en Iran, ou bien en Irak, en Arabie Saoudite, ou aux Émirats. Donc nous avons souffert beaucoup. Maintenant, c'est le moment de reconstruire la région. C'est pourquoi nous sommes en une bonne volonté d'améliorer notre relation avec tout le monde, tout en respectant leurs intérêts et leur dignité. Et est-ce que ça pourrait être vrai, par exemple, pour le Yémen, où vous et l'Arabie Saoudite ne soutenez pas exactement les mêmes camps? Est-ce que vous pensez que c'est un règlement de paix possible là-bas? Parce que c'est juste à c'est presque à vos frontières. Oui, mais sur le Yémen aussi. Nous, comme Iran, nous sommes contre de l'utilisation de force contre les autres pays. Donc, c'est pourquoi il y a eu une solidarité pas matérielle, mais morale en ce qui concerne les Yéménites. Mais à la fin du compte, ils étaient les Yéménites et les Arabies Saoudites et les autres qui ont arrivé à un point d'apaisement, si vous voulez bien. Donc, là aussi, nous n'étions pas contre un autre voisin, mais on était, dans notre principe, on était à côté de celui qui est opprimé, qui est isolé et qui est, pendant des décennies et des décennies, ce n'est pas seulement dans ce conflit-là. Donc, pour ça aussi, nous espérons que le Yémen et ses voisins puissent avoir vraiment la chance de vivre dans la paix, dans l'harmonie, sans une guerre, sans un conflit qui peut vraiment abîmer leur puissance. Alors justement, vous nous fournissez une bonne transition, si j'ose dire, puisque nous passons au deuxième dossier, le conflit israélo-palestinien. Pourquoi, à ce propos et à votre avis, parle-t-on beaucoup plus du massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas, plutôt que du génocide palestinien en cours, 65 000 morts à ce jour, dont l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou et l'armée israélienne Tsahal sont directement responsables, et vous avez été vous-même montré du doigt comme étant un relais de cette politique qui, en quelque sorte, serait essentiellement convulsive envers les Israéliens et pas envers les Palestiniens. Vous voyez, la question palestinienne remonte maintenant à 76 années. Ce n'est pas aujourd'hui, même avant. Mais ce qui est après 48, le Nakba, et puis la constitution d'un État, et l'exode massif des Palestiniens. À ce moment-là, il n'y a pas eu la révolution islamique. Nous, on est 46 ans maintenant. 79 ? Oui, 79, c'est vrai. Donc, où était avant nous, avant la révolution iranienne, la révolution islamique, nous avons eu beaucoup de guerres dans la région, 56, 67, 73, et beaucoup de massacres, et beaucoup de bombardements à l'intérieur des territoires occupés. Donc, montrer le doigt sur quelqu'un, quel pays, c'est facile, parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité, la part de responsabilité dans ce conflit, comme vous avez bien dit. Maintenant, est arrivé à un génocide, est arrivé à un accroissement des prises de position des instances internationales, Cour pénale internationale, Cour internationale de la justice, l'ONU, l'envoyé de l'ONU, l'envoyé principal de l'ONU dans la région. Donc, tout le monde sont à l'avis qu'il y a un génocide qui se fait là-bas. Et
au lieu de dire et au lieu de prévenir, au moins la continuation d'un tel, comment dirais-je, massacre dans cette partie du monde, on peut toujours montrer le doigt vers un pays ou un groupe. Mais la réalité, c'est que ce conflit doit prendre fin avec le retour du droit des Palestiniens à avoir un pays où ils étaient habités, ils étaient nés là-bas. En tout cas, avoir un deuxième État. En tout cas, c'est la C'est le solution. minimum. Oui. C'est la solution qu'on avance ici, mais nous avons dit il y a peut-être trentaine d'années que pour ce conflit, nous sommes à l'avis que si on accepte les principes de la démocratie, il faut qu'il y ait une démocratie. Il faut que tous les Palestiniens, juifs, chrétiens, musulmans, aient le droit de choisir leur système de gouvernance et de vivre en paix et en harmonie l'un à côté de l'autre. C'est ça une démocratie qu'on défend. Mais alors c'est étonnant, monsieur apparence. l'ambassadeur, parce que personne ne défend ça en France, même dans les groupes favorables aux Palestiniens. C'est toujours des revendications très normatives, très déterminées. Alors pour les uns, c'est un État, pour les autres, c'est... Bref, il n'y a aucune position qui consiste à dire la démocratie fédérative inclurait que de toute façon les Palestiniens et les autres puissent voter et se déterminer en fonction des votes qui sont les leurs pour une démocratie qui serait avantageuse et juste pour les deux parties. Oui. Or, on n'en entend jamais parler. En tout cas, nous, comme l'Iran, nous respectons tous les avis partout dans le monde. Mais nous ne pouvons que nous prononcer sur notre position et notre solution. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a la voix qui disent que deux États ne peuvent pas avoir lieu est devenue un peu plus haut. C'est pourquoi? Parce que il y a une inégalité. Dans un côté, il y a un pays, un gouvernement soutenu par les Américains, et, si j'ose dire, par les Occidentaux, et dans l'autre, il y a un peuple qui est opprimé, humilié, bombardé, et puis presque annihilé. Donc, vous voyez, c'est ça la source du conflit aujourd'hui. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement la guerre n'a pas commencé le 7 octobre, mais bien antérieurement? C'est tout à fait évident. Quand vous voyez maintenant, prenons Gaza. Il y a combien de temps le Gaza est sous l'embargo? Depuis 2006, 2005, 2006. Donc vous avez coupé un peuple, en tout cas une population de 2 millions de personnes, de ne pas avoir un avenir pour aller faire les études, aller travailler, ou vous voyez, vous avez une prison, et puis vous dites que 2 millions au XXe siècle, 21e siècle, 2 millions de population sans aucune... Vraiment... Rien. Oui, parce qu'il y a quand même en 92, il y a eu un espoir avec les accords d'Oslo, et j'imagine que si cette solution à deux États qui commençait à s'esquisser, si ça avait marché, finalement, tout le monde se serait arrangé. Peut-être, oui, bien sûr. Donc, bon, Israël est là, il est là, et les Palestiniens ont leur État. Passons à autre chose. Quand. Non, vraiment, je ne sais pas quel intérêt existe dans la communauté internationale d'éradiquer un peuple complet qui avait eu le pays, qui avait eu la propriété dans le pays, qui sont toujours avec la clé de leur maison à la poche, ici et là dans le monde, et puis à l'intérieur du pays, qui subissent des humiliations. Mais alors, je vais un peu plus loin. Si le 7 octobre n'a pas été la date fatidique qui a entériné le début de la guerre, est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'en 1948, lors de la création de l'État d'Israël,
il y a déjà les prémices d'une guerre larvée et qui va de plus en plus prendre d'expansion entre les Israéliens et les Palestiniens. Et je vais même encore plus loin. Est-ce que le sionisme, dans son existence politique, presque métaphysique, n'entraîne pas justement une convulsion et une forme de rapport de force qui fait que l'un a raison sur l'autre et le colonisé a tort par rapport au colonisateur à partir du moment où le peuple élu, à partir du moment où ce sont ceux qui sont d'une race supérieure, qui sont avant tout les dépositaires de la vérité, avant de ceux qui sont de la race inférieure, notamment les Palestiniens. C'est en tout cas le discours israélien. Oui, vous voyez, tout le monde sait l'histoire des actions et des actions des groupes qui étaient sur la terre palestine à l'époque. Mais c'était un phénomène qui a eu lieu. Et il y a eu une déclaration en 1917, et puis la migration des Juifs, et puis l'Europe à l'époque qui ne voulait pas avoir regardé une partie de ses citoyens, les Juifs, et puis c'est le malheur qui est tombé sur la Palestine et le peuple palestinien. Mais cela n'empêche pas que, même aujourd'hui, la communauté internationale agisse et fait en sorte que telle injustice prenne fin. Sinon, on sera toujours censé de chercher où était l'origine, qui était le responsable, qui était le facilitateur. On n'en sortira pas. En tout cas, c'est toujours, quand on vient en France, c'est telle logique. Quand on va à l'Indonésie ou en Malaisie, c'est une autre. Donc, en Iran, c'est la même. Mais sur ce sujet, il y a un paradoxe que je voulais pointer, c'est que certains journalistes font parfois le procès à la République islamique d'Iran de trop mélanger le politique et le religieux. Mais dans le cas du sionisme, je dirais ce mélange des genres est peut-être encore plus flagrant parce que des gens disent « Dieu nous a donné la terre », ça veut dire abaisser le Tout-Puissant à un simple notaire ou à un directeur de cadastre. C'est des questions j'ai eu l'occasion de faire une conférence sur le sujet à Téhéran et ils disent Dieu m'a donné la terre, mais il y a un fax, il y a une trace écrite, il y a un parchemin, et on peut remarquer que les Américains, les premiers colons américains, fonctionnaient sur le même modèle messianique eschatologique, dire Dieu nous a donné la terre. Oui, mais celui qui... Vous voyez, je vous donne un exemple. Dans notre région, si vous regardez la carte de la Perse, de l'Iran, ça a changé beaucoup. Oui. Ça a réduit beaucoup. Il y a eu un empire perse. Vous voyez ? Donc, si on s'appuie vraiment sur les prétentions qui remontent à 3000 ans, 2000 ans, on ne peut pas trouver vraiment une tranquillité dans le monde. On ne peut pas trouver un apaisement. Donc, tout le monde, tel parti prétendra tel ou tel, mais on ne peut pas. On avait accepté de vivre ensemble dans une harmonie, dans une communauté internationale, avec toutes les défaillances, avec tous les avantages qu'on peut vraiment imaginer, mais essayer de perfectionner autant que possible pour créer un environnement bon pour tout le monde, au moins, relativement. Mais dire que la Terre est pour nous, oui. Tout le monde peut prétendre que la Terre est pour nous. Et dans les conflits ailleurs aussi, aujourd'hui, on peut toujours dire, voilà, cette partie était pour tel pays. Mais à la limite, la question... il a la raison de... Oui. À la limite, la question de savoir si la Terre est pour nous, on pourrait dire que oui, elle est pour eux. Mais de quelle terre parle-t-on et surtout de quel pouvoir ? Parce que la terre de Palestine appartienne en partie aux Israéliens, ça personne ne le nie. C'est la question de savoir quelle partie de la terre des Palestiniens et des Israéliens appartiennent aux deux camps. C'est là, à mon avis, où il y a une exagération dans le vocabulaire, parfois israélien, qui se veut messianique ou eschatologique, effectivement. Non, à mon avis, il n'y a pas la question de la terre aujourd'hui, parce que même s'il y a une propriété de tel pays au Jérusalem, le gouvernement à Tel Aviv
ose d'envoyer les polices et d'évacuer ou de bafouer les personnes de tel pays dans tel endroit. Donc, non, c'est une pensée, je crois. Peut-être la racine était de prétendre que la terre est pour moi, mais les premiers qui sont arrivés en Palestine, des Juifs, je dis, parce que nous, les Iraniens, nous respectons les Juifs, les chrétiens, tous, et nous avons les communautés juives, chrétiennes, mais je parle des députés même à Téhéran, bien sûr, chrétiens, juifs. Et la population juive zoroastriens. iranienne, c'est la deuxième communauté juive au Proche-Orient. Vous voyez, mais je voulais vous dire que les premiers Juifs qui étaient arrivés dans la terre palestinienne, ils n'étaient pas venus pour faire la guerre. Ils étaient venus pour demander l'asile, pour demander l'aide, l'assistance, pour qu'ils puissent s'installer là-bas. Donc, vous voyez, ce n'était pas une prétention que non, nous voulons, nous venons de faire ça ou de faire ça. Donc, il faut vraiment, n'oubliez pas les racines de conflit, il ne faut pas oublier les réalités des choses, mais il faut avoir un sens humain pour tout le monde, sans prendre en considération leur religion. Mais s'il y a une injustice dans tel côté du monde, il faut oser d'avouer, de parler, mais d'agir, à mon avis. Donc, si on arrive un jour à ce point-là, je crois que ce conflit, même très, très douloureux de l'histoire de l'humanité, puisse prendre fin. Question peut-être impossible, mais que pensez-vous que va faire l'Iran dans les semaines ou mois qui viennent ? Est-ce que ce rapprochement, cette paix, va être consolidé ou en tout cas essayer de pouvoir être un trait d'union entre les Palestiniens et les Israéliens ? Est-ce que vous croyez que l'Iran a encore la capacité à pouvoir agir sur le cours des choses, sur le plan diplomatique et politique ? Vous voyez, sur ce conflit-là, nous n'avons pas beaucoup de moyens beaucoup de pays n'ont pas de moyens vraiment d'influencer, d'agir. Mais pour nous, nous avons toujours la liberté de nous prononcer sur la réalité des choses et sur le point idéal qu'on peut y avoir s'il y a une volonté collective internationale à faire en sorte que l'Israël arrête de tuer les gens sans distinction et sans aucune discrimination, et puis que le peuple palestinien puisse se prononcer et puis entrer dans une période de solution de ce conflit. C'est ce que nous pouvons vraiment prétendre. Sinon, la fin du conflit, on ne sait pas, avec la mort encore combien de milliers de personnes. Alors, il y a quelques messages d'auditeurs. Je vous les lis, vous nous dites ce que vous en pensez et si vous voulez répondre courtement, parce qu'il nous reste peu de temps. L'État d'Israël a fourni des armes et des drones à l'Azerbaïdjan pour éliminer les Arméniens du Haut-Karabakh. Sachant que beaucoup d'Arès vivent en Iran, Israël n'a-t-il pas acheté le peuple azerbaïdjanien pour être utilisé en tant qu'informateur sur le sol iranien ? C'est pas vraiment dans le domaine de compétences qui est le nôtre, ça. Oui. C'est difficile de pouvoir y répondre, c'est assez technique et assez... Non, sur ce point-là, nous pensons que la paix dans la région, dans notre région, doit être vraiment créée et établie par nous, les peuples de la région, parce que nous avons la capacité et la capacité de créer une paix pour nous-mêmes. La sécurité importée ne va pas permettre à la région de pouvoir se tenir. Et puis, en ce qui concerne ce conflit que vous avez fait allusion, nous, comme voisins, nous souhaitons que ce conflit, en tout cas, soit résolu dans une manière pacifique, par le dialogue et par l'apaisement, sans intervention des uns et des autres, surtout des puissances hors de la région. Alors, question d'auditeur, je ne comprends pas pourquoi la France a accueilli l'ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château sur les ordres des Américains, je pense, alors qu'aujourd'hui, les USA sont l'ennemi du régime iranien. Non, vous voyez, d'abord sur la racine,
l'Ayatollah Khomeini n'était pas ici par l'ordre des Américains. Il y a eu Pour une fois, il était pour rien. Oui, il y a eu une exonération de visa. Donc, Imam Khomeini, on a expulsé l'imam Khomeini de l'Irak. Donc, c'était la France qu'il y a eu des étudiants, des gens iraniens qui étaient présents, qui ont invité. Et puis, le gouvernement français à l'époque, le président, il n'avait réagi, il n'avait pas empêché en tout cas. Mais l'histoire de l'Iran et des États-Unis est très longue, mais peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler. Et puis l'institution de Mohamed Mossadegh par la CIA. Vous voyez, c'est la nationalisation du pétrole et puis le renversement de M. Mossadegh comme un premier ministre démocratique. Il y en a beaucoup d'histoires, mais j'espère un jour on peut parler. Dans une autre émission. Alors, oui, justement, un autre message ou auditrice. Bonsoir, messieurs. J'ai vu récemment un reportage amateur sur la vie en Iran, certes anonyme, et quelle n'a pas été ma surprise de voir que des femmes ne portaient pas le voile dans la rue, voire portaient des cheveux courts et bleus. Si je me souviens bien, quel courage! J'ai failli tomber de ma chaise. Mais quand on voit les raisons qui ont poussé Ronaldo à rester en Arabie et à éviter de jouer en Iran, on ne sait que penser. Bref, on reste circonspect. Merci pour l'émission. Oui, il y a un peu compliqué, mais un pour peu annexe. l'Iran, en tout cas, voyez le rôle des femmes en Iran, c'est très très haut. Et c'est avec la révolution que les femmes sont sorties pour prendre la direction de beaucoup des affaires et des activités dans le pays. Et aujourd'hui, c'est le même dynamisme. Donc, les femmes iraniennes sont libres, elles resteront libres, mais elles resteront toujours iraniennes, avec la culture islamique, avec la culture iranienne. Mais c'est peut-être aussi parce qu'à la télé, on a beaucoup véhiculé des photos, des reportages, etc. Vous savez, sur les jeunes étudiantes qui ont été battues, rebattues, etc., par des policiers. Alors, on fait tout un truc sur la répression policière, militaire iranienne par les Pasdaran. Et ça crée une atmosphère épouvantable en Occident, parce qu'on se dit, mais ce régime est horrible. Comment est-ce qu'on peut le soutenir? C'est absolument impossible. Vous savez que la diabolisation est un instrument qui est utilisé pour l'un ou l'autre. Un seul exemple, l'Irak, l'autre, Libye. Vous avez vu comment on avait diabolisé les choses et puis après on a tué des milliers de personnes là-bas. Pour l'Iran, nous, on est content d'être un pays indépendant avec notre culture, notre religion, avec notre force autonome et puis avec notre respect surtout à l'encontre des autres. Mais vous pensez que ce que je vous disais était un cas isolé? On peut toujours penser être isolé, mais isolé... Pas représentatif. On n'est pas là dans le camp des Occidentaux, surtout les Américains. Mais si on est isolé, il faut qu'il y ait des éléments à mesurer cet isolement. Ouais. L'Iran jouit de relations sur le respect avec presque la majorité, la quasi-totalité des pays du monde. Et puis, nous n'intervenons pas dans les affaires des autres et ils n'interviennent pas dans nos intérêts intérieurs. Et ce sont ces principes qui nous ont permis d'avoir des relations respectueuses à l'envers des autres civilisations, des autres cultures, des autres pays. Mais si un pays est contre nous, bon, on va ménager qu'on avait ménagé il y a 46 ans. On continue toujours. Merci, monsieur l'ambassadeur, en tout cas, de nous avoir accordé cet entretien. Puis on espère vous recevoir bientôt encore dans les locaux de Radio Courtoisie pour un deuxième round, comme on dit à la boxe. Hein? C'est toujours avec plaisir que j'y serai pour vos interlocuteurs, pour vos le match retour. D'accord, merci beaucoup. Merci monsieur l'ambassadeur.